Ok, je vais tenter une petite présentation du coup un peu formelle, en tout cas, de ce qui va nous occuper dans la prochaine heure plus plus. Donc on est très content de Mathilde et moi donc, d'accueillir cette table ronde avec Catherine Gonard, Anne-Marie Gourrier, Nicole Fernandez-Ferrer, pour justement donc échanger autour de ce film qui s'intitule enfin c'est autour plutôt pardon de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Alors qu'est-ce que c'est l'Union des femmes peintres et sculpteurs? Moi personnellement je l'ai découvert via Catherine Gonard parce qu'elle a quand même beaucoup travaillé sur Hélène Berthaud, qui est en fait la fondatrice de cette union en 1881. Et ça a été vraiment la première organisation d'artistes femmes en France, en tout cas constituée telle qu'elle. Elle dure cette union, et plus particulièrement ses expositions, jusqu'en 1995. C'est vraiment ce temps long qui va un peu nous occuper ici, puisque Catherine Bonnard et Anne-Marie Gourrier ont quand même recueilli justement la parole de ces femmes, de ces exposantes. L'Union des femmes peintres et sculpteurs, elle a vraiment eu un rôle déterminant au XIXe siècle, puisqu'elle a consisté quand même une sorte de lobby. En tout cas, elle a lutté pour une reconnaissance des femmes artistes par les institutions et surtout pour l'entrée des femmes à l'école des beaux-arts, ce qui arrivera en 1897, même si les ateliers, il faudra attendre un peu plus tard. Dès 1882, elles organisent un salon donc, qui aura lieu tous les ans et qui sera largement commenté par la presse, qui donnera lieu à voilà, un certain suivi, un certain intérêt aussi. L'État pardon, va y acheter régulièrement des œuvres. La question des archives va aussi nous occuper parce que ça, je pense que c'est un point assez important, puisque les archives de l'Union, elles ont quand même été dispersées, certaines ont sans doute été perdues. Donc c'est un peu ça l'enjeu ce soir. Du coup, je vais donner la parole à Catherine Guenard et Anne-Marie Gourrier pour qu'elles se présentent un peu parce que moi, je vais très mal le faire. Mais du coup, ensuite, on verra un mini-film, en tout cas d'une minute 50, sur le centre audiovisuel Simone de Beauvoir, qui est représenté ici par Nicole Fernandez-Ferrer et surtout qui nous permet de diffuser ce film parce qu'il n'a pas été souvent vu. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est une découverte. Je suis vraiment trop contente de le voir. Il a été, je crois, diffusé au Forum des images en 2016, mais personnellement, j'avais loupé le coche. Donc, c'est une super opportunité de se rattraper. Et puis ensuite, après la projection du film, on pourra en parler ensemble pour rebondir voilà, sur aussi qu'est-ce que c'est que faire un entretien avec ces artistes-là, la question des archives, etc. Du coup, je vais donner la parole, je ne sais pas qui veut se présenter en premier, Anne-Marie Gourrier ou Catherine, ou si vous voulez, on peut déjà parler de qu'est-ce que le centre audiovisuel Simone de Beauvoir. Peut-être on peut commencer par ça, yes. On va faire ça. Du coup, moi, je vais partager hein, ce lien Vimeo qui est donc. Alors, il faut que je. Donc, vous Alors, passez d'abord le petit clip, c'est ça? oui, je vais passer le petit clip et après, on pourra justement parler du lieu. Je pense que ça. Alors, ça. Elles sont soigneuses quand il ne faut pas être soigné. Elles sont débraillées quand il faudrait être très habillé. Keeping calm, keeping clean. Je ne suis rien officiellement, je suis la femme de mon mari. Losing count, losing control. Elle n'est pas si belle, mais trop masculine. No time to make amends. C'est un cap Ça fait déjà 40 ans que toutes les femmes baissent la tête. On va pas continuer comme ça, c'est pas possible. Ce qui libérera les femmes, c'est la totale élimination d'un système travail-argent. I come here to read my poetry tonight as a black feminist, lesbian,
Je ne pense pas que ce qui concerne 51% de la population mondiale soit secondaire. Jusqu'à présent, je n'ai pas pleuré, je ne voulais pas pleurer. De toute façon, je vivrai sans peur. Je ne veux pas avoir peur de ceci, avoir peur de cela. Mami, tengo a mi mamá por el otro lado. Voilà, du coup, Voilà, c'était une façon un peu rapide de vous présenter quelques images parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Donc, c'est pas, je ne veux pas lancer un appel à dons. Si vous voulez, vous pouvez toujours faire un don, mais ce n'était pas le but. C'était le but de montrer en fait ces archives très différentes et d'époques depuis la fin des années 60 jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que vous voulez ajouter quelques mots sur le centre Oui, bien sûr, si j'ai un peu de temps, oui. Oui, ce que je voulais dire donc, pour les personnes qui ne connaissent pas le centre, et désolée pour celles qui m'ont entendu répéter la même histoire plusieurs fois. Donc, peut-être situer l'époque. Le centre a été créé en 1982 par 3 femmes qui sont derrière moi, voilà, pour les présenter. Donc, Ioana Vider, Carole Roussopoulos et Delphine Seyrig sont les 3 fondatrices. Ce centre a été fermé en 92 pour des raisons financières et a réouvert en 2004 avec une nouvelle équipe. Enfin, moi, j'étais déjà dans la première équipe, mais je ne suis pas restée très longtemps. Le centre avait pour but, donc en 82, c'était assez original, puisque là, on parle d'archives, de mémoire et aussi des femmes artistes, d'abord de réunir en fait tout ce qui avait été fait par ces collectifs vidéo-féministes des années 70, donc de ne pas laisser à l'abandon ces œuvres, de les sortir des placards. Elles avaient beaucoup circulé, mais elles étaient de nouveau moins en circulation. Et puis aussi de continuer à produire et de continuer à entrer en archive des films contemporains plus anciens, ce qu'on continue à faire aujourd'hui, puisque bien que les fonds datent de la fin des années 60, on fait rentrer des films évidemment contemporains, mais également il y a encore des personnes qui retrouvent dans des placards, des greniers, des caves, des cassettes, des bandes qu'on nous amène. Donc, c'est toujours des découvertes précieuses, ou par des rencontres. On en parlera pour justement l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Par nos connaissances, par le réseau, voilà, entre amis, entre militantes, entre artistes, on est amené à introduire de nouvelles choses au centre. Donc, il y a une collection à peu près de 1300 titres, dont 300 sont en diffusion. Et en ce qui concerne, donc ça porte vraiment sur tous les sujets. Ce sont des films qui peuvent être faits par des hommes, des femmes, des collectifs, peu importe. Ce qui nous importe, c'est qu'il y a un fond féministe. Alors, c'est notre vision, hein, c'est complètement subjectif, bien sûr. Des personnes, parfois, dont on choisit des films, ne pensent pas avoir fait un film féministe. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la mémoire aussi des luttes, mais pas que, puisqu'il y a pas mal de films aussi qui portent sur l'art, mais également sur le travail, sur le sport. Donc, c'est vraiment très large. C'est en général uniquement, enfin, la plupart du temps, ce sont des documentaires courts, longs, et c'est international. Donc, tous ces films, évidemment, sont à disposition. Par exemple, l'Union des femmes peintres et sculpteurs, vous pouvez tout à fait le louer pour des manifestations. Vous pouvez même acheter un DVD si vous voulez l'avoir chez vous, avoir un fichier. Enfin, voilà, il y a tous les supports sont possibles. On fait un travail aussi, alors là, qui est plus à partir de ce fonds, qui est un peu le cœur du centre, de nos activités. On fait un travail d'éducation à l'image, c'est-à-dire qu'on va rencontrer des jeunes depuis l'école primaire jusqu'à l'université, donc des moins jeunes, pour parler à la fois, alors il y a tout un programme sur les stéréotypes sexués dans l'audiovisuel, et sur le genre, sur les discriminations, mais il y a également des programmes qu'on a développés en fait sur des espèces de conférences, enfin des conférences, on va dire, un peu interactives avec des étudiants sur l'histoire de la vidéo féministe des années 70-80. C'est aussi ce qui a d'ailleurs, je voulais le signaler, puisque là on parle de femmes artistes, qui a donné lieu à 2 expositions, tout un travail qui a été fait notamment avec un collectif dont fait partie Elisabeth Lebovici, qui est présente, je crois, et d'autres personnes comme Patricia Falguière, Natacha Petressine, Joanna Perry, etc. On avait créé un groupe qui s'appelait Travelling Féministe il y a 7 ans, 6 ans ou 7 ans, et on a donné une série, fait une série de rencontres avec des femmes artistes du monde entier
qui venaient donc en fait parler de leur travail pendant 2 heures et montrer des extraits de leurs œuvres diverses et variées. Donc cette composante, ce groupe Travelling Féministe a donné lieu à cette exposition dont les 2 commissaires sont Natacha Petressine et Giovanna Zapperi. Donc je ne sais pas si vous avez l'occasion de le voir, mais c'était au LAM de Villeneuve-d'Ascq, donc dans le nord de la France, et puis ensuite au Museo Reina Sofia de Madrid. Et ça a donné lieu aussi à 2 catalogues que je vous invite à découvrir. Voilà, pour les non-hispanophones et non-anglophones, pour l'instant, il n'est pas en français, bien qu'il ait été écrit pour la majorité en français au départ. Mais on espère toujours de trouver des fonds pour pouvoir l'éditer en français. Je peux rajouter aussi qu'on travaille, donc tout ce travail de transmission, même si le mot est pas toujours très, est un peu galvaudé. On travaille aussi avec ce qu'on appelle les publics éloignés de la culture. Donc, en l'occurrence, alors il y a beaucoup de publics qui sont éloignés de la culture pour différentes raisons, mais là, en l'occurrence, dans les prisons, donc tous les mois, enfin, sauf depuis quelques mois, bien sûr, nous allons à la maison d'arrêt de femmes de Fleury-Mérogis montrer des films qui ne sont pas des films de nos archives, mais des films qui sont encore sur les écrans. Et on travaille également avec les hommes détenus et les jeunes détenus. Et puis, depuis 2 ans, on fait partie d'un projet qui s'appelle WOMAR, donc Femmes dans les arts en français, qui a été fondé, donc, qui a été à l'initiative d'un groupe espagnol qui ensuite a fédéré une dizaine à la fois de musées, mais aussi de groupes de femmes, par exemple, de groupes de femmes militantes qui travaillent dans l'audiovisuel, mais également de mairies, également de lieux d'exposition. Et ce groupe qui s'est formé donc, à travers l'Europe a pour but de mettre en avant la création des femmes artistes, de les valoriser, mais aussi de mener des enquêtes et d'avoir des chiffres un petit peu sur on va dire, la visibilité des femmes artistes et aussi le nombre d'œuvres qui sont achetées par des musées. Alors nous, on a une partie qui est beaucoup plus modeste, on va dire, mais modeste mais ambitieuse, qui est de faire des rencontres avec des artistes qui ont pour interlocutrice une autre artiste ou quelqu'un qui est intéressé par leur travail. Et dernièrement, donc, Pascal Obolo a été reçue dans ce cadre-là. Elle avait donc en face d'elle Wetsi Mpoma, qui est donc galeriste à Bruxelles. Et puis, il y a eu Viviane Ostrowski, Laura Mulvey, etc. Et toutes ces rencontres sont filmées et archivées. Donc ça, c'est aussi une façon de produire de l'archive, c'est-à-dire penser aussi à filmer toutes ces rencontres importantes, les garder, pouvoir les valoriser, pouvoir les rendre disponibles à des futures générations. Quoi d'autre? Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui, on fait donc en temps habituel des projections dans des salles de cinéma, notamment le cinéma Luminor, mais également le Forum des images. Et le Forum des images, justement, conserve aussi une bande vidéo, enfin pas une bande vidéo, pardon, c'était tourné pas en bande, mais en cassette, je pense, de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. C'est une façon aussi pour nous d'avoir d'autres lieux d'archives. Et le lieu le plus important pour nous, c'est la Bibliothèque nationale de France, puisqu'on a un accord de numérisation de nos collections depuis 2005, ce qui fait que les chercheurs, au niveau des chercheurs, on peut voir les collections du centre qui sont archivées donc sur place. Elles nous appartiennent, mais elles sont là aussi justement pour être mises à disposition. Et ça, je pense que c'est un changement par rapport à ce qu'étaient des archives dans les années peut-être 80, puisqu'on avait cette volonté en fait aussi de les rendre accessibles de façon beaucoup, beaucoup plus large. Et on a aussi, grâce à cette initiative, et puis je vais m'arrêter là après, la possibilité en plus de la numérisation, de restaurer aussi des vidéos, parce que notre fond alors c'est une partie un peu plus technique, mais la vidéo est beaucoup plus fragile que le cinéma, enfin que ce qui est optique. Donc on a tout un programme de numérisation et de valorisation et de restauration. Et là est en train d'être restauré Sois belle et tais-toi de Delphine Seyrig, qui est un peu de nos films cultes du centre, qui d'ailleurs a fait l'objet d'une mise en scène par la Comédie Française. Donc une première, pas mise en scène, je me trompe, une lecture à la table, et ensuite ça va donner lieu à une mise en scène. Et donc on est très contente que ça puisse circuler. Et peut-être juste pour terminer, dire aussi que nos films vont dans de nombreux festivals dans le monde entier, et que malgré le confinement, les films continuent à tourner, donc ça c'est très important pour nous. Par exemple, il y a eu Calamity Jane et Delphine Seyrig, The Story de Babette Mangold, qui a été montré à Perpignan, Journée du film de l'art.
qui va être montré dans d'autres pays. Donc, c'est important de garder cette visibilité pendant le confinement et également par le biais évidemment des plateformes, puisqu'on avait créé un programme qui s'appelait Restons confinés mais restons féministes sur Tinc, qui a donné lieu donc à cette programmation de plusieurs films qui permettaient à la fois de voir des films des années 70 aux années 2000 et en même temps de garder voilà, un œil sur la production féministe. Voilà, après, si vous avez des questions ou dans le cours de la conversation, je pourrais ajouter des choses. Ouais, merci beaucoup pour cette première introduction. On va faire un petit tour de table. Mais ouais, moi, j'aime bien cette idée de projeter le film qui continue à voyager, en tout cas à avoir une certaine mobilité malgré nos situations actuelles. Et ouais, je pense qu'on aura aussi des questions à ce sujet et qu'on se rejoindra tous et toutes autour de l'archive. Du coup, je donne la parole peut-être à Catherine et à Anne-Marie Gourrier parce que justement, du coup, Nicole, vous parliez de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, de ce film qui est finalement le fruit d'une rencontre. Alors, cette idée justement des réseaux, des rencontres, comment est-ce que ça s'est organisé entre vous, entre le centre aussi Alors moi, je me souviens, Anne-Marie, moi, je me souviens que j'étais à un atelier, à une ouverture d'atelier. Tu avais ouvert ton atelier, il me semble que c'est là que je t'ai rencontrée. Mais c'est Catherine, en fait, qui a fait le lien. Catherine Gonard. Oui, oui, c'est ça. Oui, pardon. Ben oui, c'est normal puisque je suis depuis très longtemps adhérente au centre et suivant le travail du centre. Et puis voilà, je connais Anne-Marie depuis pas mal de temps aussi. Voilà. Et donc le projet qu'on a commencé vers 2004-2005, il me semble, hein, Anne-Marie, ça a été justement de comment on pourrait faire, parce que en fait, moi, je me suis rendu compte en commençant à travailler sur les femmes artistes que moi, j'avais été à 2 ou 3 expositions des femmes artistes, mais que je n'avais pas fait attention à l'époque de ce que ça signifiait. Parce que je vivais à l'époque avec une artiste qui exposait et qui avait 30 ans de plus que moi. Et donc, du coup, j'avais pas fait plus attention que ça, sauf que j'avais bien vu que c'était un lieu où il n'y avait que des femmes artistes. Et du coup, quand j'ai commencé à travailler sur le sujet, je me suis dit, mais oui, évidemment, c'était la suite du salon que j'ai vu. Et j'ai rencontré aussi dans fin des années 90, il me semble, Anne-Marie, et d'autres femmes comme Nathalie Stern et Dawn Tissot, qui étaient toutes aussi passées par l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Et donc, du coup, je me suis dit, pourquoi pas essayer de retrouver toutes ces femmes de la fin de l'Union des femmes peintres, puisque Eva a parlé tout à l'heure que ça avait commencé en 1882 et en fait, la dernière exposition, c'est 1994 et la fin de l'Union, c'est 95. Et donc, c'était encore possible de trouver les dernières qui avaient organisé les derniers salons, enfin, essayer de retrouver des pistes. Et puis, voilà, je sais pas, j'ai vu Anne-Marie tout de suite, elle a été OK pour partir dans cette folle aventure, d'ouvrir son carnet d'adresses, parce qu'il y en avait pas mal qu'elle connaissait personnellement. Et c'est comme ça que ça a commencé notre histoire de femmes peintres. Et c'est pour ça que ça correspond à la fois avec le livre, pour moi, que je faisais à ce moment-là avec Elisabeth, et à la fois avec ce travail avec Anne-Marie, voilà, parce que moi, j'aime beaucoup travailler avec d'autres, en fait, je m'en rends compte. Ouais, donc du coup, en plus, tu parles de Nathalie Stern. C'est vrai que Anne-Marie Gourrier, vous avez fait aussi un entretien, il me semble, plusieurs entretiens avec Nathalie Stern, il me semble, dans les années 2000. Oui, oui, oui.
Oui, oui, bonjour tout le monde, bonjour Nicole, je suis contente de voir Nicole, il y a longtemps que je n'avais pas vu. Le film L'Union des femmes peintes, d'ailleurs, est passé la première fois au Latina, ce qui était le Luminor maintenant, avant de passer de... Donc j'ai connu Nathalie Stern, j'ai connu pas mal de femmes et on a commencé Catherine a interviewé toutes ces femmes qui appartenaient à l'Union, qui étaient... Et moi, j'ai filmé, puis voilà. Et puis après, Nicole a pris le film et il est au centre Simone de Beauvoir. Voilà. Mais il y a aussi d'ailleurs des films sur Nathalie Stern. Oui, 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 tu en as aussi, hein, je crois. Oui, 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 plusieurs. Il faut quand même rajouter qu'Anne-Marie a quand même une grande pratique aussi plasticienne et que donc c'était pas simplement parce qu'elle a une pratique, une bonne pratique de la caméra, etc., du montage, de plein de choses, que elle a fait, qu'on est parti dans cette aventure. C'est parce que j'aime aussi sa façon d'être artiste et de comment elle aussi, elle pouvait regarder le travail des autres aussi à travers la caméra. Bien, très bien. Bon, ben, je suppose qu'on va, je ne sais pas comment ça va se passer maintenant, mais c'est vrai que on se connaît depuis tellement, pas mal de temps, que c'était très agréable de travailler avec toi et puis de voir toutes ces femmes, puisqu'il y en a quand même pas mal maintenant dans le film qui sont mortes et qui, du coup, on a des traces, quoi. C'est quand même toujours... Ouais. C'est vrai, quand on en parlait, l'importance de la trace, ça me semble assez central, en tout cas dans vos travaux respectifs, en tout cas toutes les trois. Du coup, on va peut-être commencer à le regarder. Voilà. Mathilde, je ne sais pas si tu fais le... Je ne sais plus si on avait dit que c'était toi qui le faisais ou pas. Je ne sais plus. Non, mais je vais retrouver le lien du Vimeo et il va être mis aussi dans le chat YouTube pour que tout le monde puisse regarder le film. Le son sera de meilleure qualité que si on fait un partage d'écran. Et le film dure 55 minutes. Donc, on se retrouve... alors, à ce moment-là de la journée, je suis incapable de compter convenablement, mais je crois que ça fait à peu près 18h50. Ouais. Pardon, 19h50, on se retrouve à 19h50 ici et en attendant, on peut couper nos caméras et regarder à partir du lien Vimeo qui va être mis dans la conversation. Je vais le mettre... Je l'ai mis sur Zoom, mais du coup, on va aussi le mettre sur YouTube. J'avais retrouvé Mathilde, parce que sinon, je l'ai. Hein. On l'a, du coup, je pense que... Ah, ok, je l'ai posté en privé. Yes. Ok, donc là, du coup, il est sur Zoom pour les intervenantes et du coup, je crois qu'on le diffusait. Oui, et du coup, on se retrouve à 19h50 après le visionnage du film pour continuer à en parler. Merci beaucoup en tout cas pour tout ce qui a déjà été dit et ça donne envie d'en savoir plus. Et on a déjà plusieurs questions. Voilà, à tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu, Anne-Marie et Catherine, il y a une question sur les rushs. J'ai posé la question. J'ai déjà posé la question à Anne-Marie, elle ne sait pas. Vas-y, Anne-Marie, dis. Je pense que je pense avoir les rushs. Je pense qu'ils sont mauvais, les rushs, mais j'ai les rushs, hein, quand même. Donc, il suffit que je les retrouve. Vous m'entendez, là? Vous m'entendez? Yes, nickel. D'accord. Donc, tu peux déposer les rushs au centre Simone de Beauvoir. Ah oui, t'aimerais les avoir, c'est ça, Nicole? C'est ça parce qu'il y a des choses qui ne paraissent pas importantes aux réalisatrices ou au montage et qui peuvent être importantes ensuite. Ah, d'accord. Parce que il y a du déchet, si tu veux. Donc, je peux, si tu veux. J'adore les déchets dans les archives. Ah, d'accord. Alors, je te filerai mes déchets, si tu veux. C'est pas un problème. Je
rajouter quelque chose en fait, parce que sinon c'est pas très compréhensible par rapport à ce qu'on a montré. C'est que en fait, en 75, quand il va y avoir la rupture avec André Marquet et Casteras, et c'est là qu'elles vont créer Dialogue Fémini. Et après, vers 88, en fait, elles vont tous se remettre ensemble. Elles vont revenir en fait à la maison mère, j'allais dire, et en fait elles vont toutes être ensemble jusqu'à la fin. En 69, en fait, le salon avait commencé à réfléchir un peu plus par rapport au féminisme et par rapport. Il y a eu des débats à ce moment-là. Et à partir de 69, ils ont commencé à avoir des expositions qui s'ouvraient sur d'autres formes, etc., à poser des questions. Et 75, en fait, ça a été un peu la rupture entre celles qui ont décidé de rester et celles qui sont parties après à Dialogue. Et en fait, c'est vraiment aussi parce qu'il y a tout un positionnement qui se font avec des artistes qui veulent se déclarer plus féministes, etc. Donc, il y a tout ça qui est traversé, qui n'est pas bien explicité par les unes et par les autres. Et aussi, par exemple, Geneviève Zandervan, qu'on voit tout au début, elle était artiste qui se déclarait communiste. Et elle a fait partie des groupes des femmes artistes pour la paix. Donc il y a aussi tous ces courants aussi qu'on n'a pas mis, puisque nous on voulait leur laisser la parole, mais en fait on voit qu'à l'intérieur il y a plein de courants, il y a plein de choses qui se passent. Et c'était ça qui nous a intéressé aussi de leur laisser la parole. Après, c'est vraiment un document qu'il faut travailler ensuite pour comprendre en fait tous les enjeux. Mais je trouve que ça nous permet aussi de voir tous les styles qu'il pouvait y avoir au niveau peinture. Ouais, tout à fait. Enfin, moi, je trouve qu'on sent en plus beaucoup ce que tu dis, ces espèces de aller-retour. Parce que des fois, elles disent, et puis bon, après, je suis revenue, ou bon, bah, moi, je suis partie. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est tout le temps en mouvement. Et c'est vrai qu'on voit aussi tous les styles. Il y a, bon, du coup, j'ai pris un peu des notes, mais par exemple, André Marquet, quand elle parle, quand elle dit qu'elle était punie de couture et qu'elle fait le quotidien dérisoire des femmes, et ça n'a finalement rien à voir avec d'autres artistes comme Simone Lacour, par exemple, que je trouve, alors dans ce documentaire, elle y va pas avec le dos de la cuillère, concrètement. Et j'étais aussi un peu. Ce qui m'a interpellée aussi, c'était de voir des réflexes des hommes, mais comme moi je le lis pour le 19e siècle. Par exemple, cette histoire du jury là qu'elle raconte, qu'on lui met pas les points, mais qu'en fait on les met à l'homme, parce qu'on avait peur des femmes dans les concours. Enfin, pour moi, ça semble tellement 19e siècle, tout comme il y a une autre artiste qui dit, je crois que c'est André Marquet qui dit oui, 1937, il n'y avait pas tant de femmes que ça aux Beaux-Arts, quoi. Enfin, moi j'ai l'impression que c'est des choses du 19e en fait, tu vois, c'est. Du coup, voilà. Non. Ouais. Et surtout, si on les écoute là, on n'a pas l'impression qu'il y a tout ce passé du salon depuis il y a plus d'un siècle quand elles en parlent, etc. Et en même temps, ça nous donne aussi une idée de ce qui se passait dans les autres salons aussi. Je trouve que c'est un témoignage un peu, parce qu'on voit bien que c'est la fin du salon, enfin on comprend que ça ne peut être que la fin, mais en même temps on comprend aussi comment les choses se passaient aussi dans tous ces salons, ces problèmes de jury, etc. Et donc à contrario, elle nous montre aussi pourquoi le salon des femmes peintres avait été créé, c'est-à-dire qu'il était quasi impossible pour elle d'exposer vraiment parce qu'il y avait les jurys dans les salons, le salon des artistes français qui en fait avaient tout le poids, etc. et où il n'y avait que des hommes. Il y a eu toute une bagarre par l'Union des femmes peintres et sculpteurs pour qu'il y ait des femmes dans les jurys des autres salons. Donc en fait, c'est toute cette histoire qui est derrière elles et qu'elles vont montrer dans le catalogue de 79 notamment, où il va y avoir beaucoup d'informations, il va y avoir
après aussi, dans les années 70, elles vont faire un retour en arrière sur certaines grandes artistes, elles vont faire des rétrospectives, etc. Donc il y a eu tout un changement au cours des années. Mais je peux dire que le salon de l'Union des femmes peintres, jusqu'à à peu près le combat réussi, c'est-à-dire l'entrée des femmes à l'école des beaux-arts, c'est un salon, on peut dire, très féministe, en fait, par ses choix, par les discussions, par les luttes qu'elles vont choisir. Évidemment, entre les deux guerres, c'est plus du tout ça. C'est un salon un peu vécu comme bourgeois, etc., comme elles le disent. Et en fait, il va y avoir par contre, il est très suivi parce que il est reconnu d'utilité publique. Il a le président de l'époque qui l'ouvre. En fait, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'il donne une importance, même si en même temps, ça donne une vision d'un art féminin quelque part, qui va être accepté pendant très longtemps. Mais en même temps, parallèlement, il va y avoir quelques groupes qui vont pouvoir se créer, qui sont les femmes artistes, puis le syndicat des femmes artistes. Et en 31, les femmes artistes modernes qui vont aussi essayer d'être dans une plus grande modernité, etc., qui vont choisir aussi de refuser tout travail qui leur semble amateur, etc. Donc en fait, il va y avoir un ensemble, dans l'entre-deux-guerres, il va y avoir un ensemble vraiment de groupements qui vont se faire, mais aucun ne va avoir l'importance qu'a en nombre l'Union des femmes peintres. Là, dans les années dont elle nous parle, il y a 250 exposantes à peu près dans le salon. Et Catherine, en revoyant le film et Anne-Marie, l'histoire aussi des lieux d'exposition me semble important, puisqu'on voit qu'elles doivent se battre et que c'est une histoire de réseau en fait qui leur permet d'obtenir des vrais lieux d'exposition assez grands où elles peuvent mettre toutes les œuvres qui leur importent. Donc je ne sais pas comment ça se passait justement, parce qu'elle parle aussi de l'aspect économique, en fait il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Oui, alors c'est un peu compliqué parce que pendant très longtemps, en fait, elles exposent avec les autres, comme les autres groupes, comme les autres salons au Grand Palais. Et en fait, c'est quand il va y avoir la fermeture du Grand Palais, ça va devenir vraiment un problème pour tous les salons en fait, qui y sont à ce même moment. Ils vont tous devoir trouver des solutions. Et Dialogue Féminin, en fait, on comprend, ça va être l'UNESCO. Et ça, c'est là qu'on voit qu'il y a tout le réseau d'André Marquet qui, en fait, a fonctionné pour avoir l'UNESCO. Donc, en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment tous ces rapports se font, en fait, et puis le financement du salon. Et alors, en plus, quand ils ont dû quitter rue Berrier, qui était le lieu des artistes, des salons d'artistes, etc. C'était leur adresse et c'était aussi là qu'elles se réunissaient et c'était là aussi qu'il y avait les archives. En fait, les archives ont été emportées et on ne sait pas où. En fait, on pense que ça a été chez la dernière présidente, d'où l'importance de tous les noms qu'elle nous donne de présidente, etc. Et en fait, ces archives, on ne sait pas où elles sont. On ne sait pas comment les récupérer. Et en définitive, je viens sur ce problème des archives parce que vous voyez qu'elles nous ont donné, que Simone nous donne une plaque. Et en fait, la plaque, elle est chez moi parce que quand j'ai voulu donner tout ce qu'elles m'ont donné en affiches, en documents qu'elles avaient, eh bien, j'ai demandé au Centre Pompidou s'ils ne voulaient pas recevoir ces documents. Et en fait, il y a quelqu'un qui est venu, mais finalement, rien ne s'est passé. Et justement, j'en parlais avec Eva, et je pense que maintenant, c'est le moment peut-être d'essayer à nouveau, mais par rapport à l'INHA, par exemple, ou de pouvoir les mettre à l'INHA. Et ça pose toutes ces questions parce que, je ne sais pas si vous avez vu dans les films, dans le film, elle nous montre continuellement les photos des salons, elle montre plein de photos et j'aimerais bien qu'on puisse retrouver, même si elles ne sont plus en vie, mais que leur famille puisse
au moins qu'on puisse faire la transmission pour faire aller ces documents tous ensemble. Parce qu'il faut savoir que quand on a voulu faire un dictionnaire sur des salons de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, eh bien, les personnes qui m'ont contacté ne retrouvaient pas l'ensemble des catalogues. C'est-à-dire qu'il n'y a à aucun endroit où on a l'ensemble des catalogues. Et moi, j'ai un catalogue que j'étais la seule à avoir. Donc, on est dans une situation qui est complètement incroyable pour un mouvement féministe, au départ, qui a duré plus d'un siècle et où, en fait, on n'a aucun endroit vraiment où on peut retrouver tous les documents. Il y a des dossiers à la bibliothèque Marguerite Durand qui ont été faits au moment de la Fronde par les journalistes qui ont fait des dossiers sur certaines des artistes, mais on n'a pas un ensemble, un lieu où on peut retrouver l'ensemble des catalogues, etc. Ouais, cette histoire de la collecte, moi, je la trouve assez fascinante et en même temps, parce que tu sens qu'elles sont trop heureuses de donner aussi leurs documents. Quand on entend, par exemple, Simone Lacour qui dit je suis contente de donner les médailles, je suis contente de donner. Et en fait, c'est hyper précieux. Et là, vraiment, on se pose la question de la collecte et de où garder ça, quoi. Parce qu'en plus, moi, je trouve que j'étais assez interpellée par le fait que beaucoup de ces artistes, elles font aussi partie d'autres groupes. Alors, il y avait par exemple, je ne sais plus, Jeune Peinture, ou par exemple, on parle beaucoup aussi d'Iris Clair. Et je trouve que ça fait aussi en creux, finalement, l'histoire des galeries parisiennes, par exemple. Et c'est vrai que je ne comprends pas pourquoi elles ne sont pas toutes collectées, en fait, ces fameuses archives. Iris Clair a fait une exposition sur les femmes artistes et avec un catalogue. En fait, c'est pour ça aussi il y a eu aussi des liens comme ça avec Iris Clair, où elle avait demandé à chaque artiste qu'elle invitait de montrer une œuvre de petit format. Ouais, si je peux intervenir sur la question de la collecte et des archives, ça pose évidemment la question parce que pour des femmes artistes, comme tu le disais, Catherine, on pense spontanément à des lieux d'art, en fait, ou des musées ou des collections. Et ça pose la question de savoir si des lieux militants comme les archives du féminisme, entre le militantisme et l'institution, comme les archives du féminisme à Angers, qui en fin de compte se retrouvent avec de l'écrit, mais aussi des objets parce qu'ils veulent pas, personne n'en veut ailleurs. Ça pose la question de savoir est-ce qu'on doit insister pour les mettre dans dans les lieux qui seraient naturellement ceux où ils devraient être, ou est-ce que on les met dans des lieux qui sont des lieux dédiés à l'histoire des femmes ou au féminisme. C'est une question que je pose et qui se pose parce que on m'avait posé la question aussi du collectif des archives LGBT. Enfin, je fais partie du collectif, donc et ça pose la question évidemment du choix et de est-ce qu'on crée des lieux spécifiques nous-mêmes? Est-ce qu'on essaie de les mettre dans des archives nationales, départementales, etc. C'est quand même une grande question, je trouve. Moi, si tu veux, le choix, par exemple, pour l'Union des femmes peintres et sculpteurs, c'est pour ça que je m'étais retournée vers le Centre Pompidou, mais c'est de pouvoir les remettre dans une histoire qui est aussi la leur, qui est ces femmes se sont battues pour être visibles, pour être exposées, hein, puisque l'Union des femmes peintres, en faisant le salon, c'était ça qu'elles voulaient, c'était pouvoir être vues, pour que leur travail soit vu. Et puis, elles se sont battues aussi après pour toute la reconnaissance, en fait, l'école des beaux-arts, etc. Donc, il me semble logique qu'on aille plutôt qu'on essaye plutôt de les mettre dans l'histoire de l'art et donc, par exemple, d'aller qu'elles retrouvent la place qu'elles devraient avoir, par exemple, à l'INH. Enfin, ça, c'est plutôt mon idée à moi, mais je ne sais pas, peut-être je me trompe, mais moi, j'aimerais bien qu'elle retrouve la place qu'elle devrait avoir. C'est parce qu'Eva parlait de collecte, et donc je me disais que, comme en fait à l'époque, si des choses ont été recueillies, c'est bien peut-être de les mettre quelque part ensemble en attendant, parce que comme les institutions sont longues
ont déjà un fonctionnement long, même si c'est un artiste homme, c'est très long. Alors là, en plus, faire rentrer des femmes, si ce n'est les mettre dans les caves comme, comme à Beaubourg, puisqu'on l'a vu avec la sortie des archives avec l'exposition Elle. Donc ça pose quand même la question de savoir est-ce qu'on attend, mais du coup on perd la trace de ce qui a été fait parce que les personnes meurent, est-ce que la famille va s'en occuper, c'est toujours un petit peu la même problématique, quoi. Oui, mais c'est ce qui s'est passé avec la fin de Jeanne Cano. Hein, elle meurt, tout a disparu, les archives, les sous, tout, il n'y a plus rien. Donc ça se termine, hein, les salons, il faut quand même dire. Alors après, c'est parti dans la famille ou pas, mais ça c'est un c'est un boulot d'enquête, je ne sais pas comment on fait ça. Alors, ouais. Moi, j'avais une question sur les choix qui ont été faits au niveau des prises de vue et certains choix de composition aussi. Parce qu'au début du film, il y a un gros plan sur les mains d'une artiste qui m'a beaucoup émue. Et je voulais savoir si vous aviez des souvenirs de ce genre de choix au moment du tournage. Souvenir du choix, j'aime bien faire les mains. Je pense que ce sont les mains de Geneviève Zandervan. Et alors, à propos de Geneviève Zandervan, je voulais vous dire que elle est morte maintenant, elle est morte en 2013, mais avant de mourir, un commissaire, elle a fait une exposition à Drouot, on l'a convoquée. Elle a une grande exposition, toutes ses toiles, beaucoup de toiles ont été vendues, elle a eu beaucoup de sous et elle est morte après. Elle était contente dans la même année. Donc ça finit bien pour Geneviève Zandervan. Mais je trouvais qu'elle avait des mains superbes. Donc ça c'est vrai. Mais il y avait des personnages attachants. Hein, il y avait des numéros. Simone Lacour, c'est quelqu'un, hein, c'est vrai. Et alors, c'est vrai que Monique Lefebvre était beaucoup plus militante. C'est bien dit aussi, c'est Juliana Chakravorty qui dit que c'était un salon plutôt de femmes peintres que féministes, hein, quand même. Alors, il y en a qui voudraient les secouer, ils créent d'autres salons, mais bon, ben oui, c'était diversifié, mais enfin, c'était bien. Oui. Mais c'est vrai, ce que je voulais dire, c'est qu'il y en a quand même pas mal qui sont mortes maintenant et c'est bien de les faire revivre, quoi, c'est bien. Tout à fait. Bah, justement, ouais, finalement, cette conservation aussi par l'image, moi, je la trouve hyper importante. Il y a aussi des personnes qui sont absentes, je crois. Enfin, par exemple, Marianne Fayolle, qui est citée beaucoup de fois. Ouais. Et je ne sais pas si elle était dedans ou si j'ai loupé un moment. Non, elle n'est pas. Elle n'y est pas. Et du coup, c'est ça qui est intéressant de voir les réseaux avec les chaînes manquantes, justement, alors qu'elles sont évoquées dans les souvenirs. Et ouais, enfin, c'était juste une remarque. Doun Tissot pourrait en parler très bien, je crois qu'elle l'a bien connue et tout. Enfin, bon, et Doun Tissot. Parce que ça avait l'air aussi d'être une personne fédératrice, en tout cas, qui, comme elle est décrite, ça a l'air de. Voilà. Ouais, elle a fait de la résistance, c'était une femme, j'ai l'impression. Oui, oui. En plus, c'est vrai que dans toutes ces questions il y a aussi des images d'archives, j'allais dire, à l'INA, en fait. Hein. À partir des années 60, il y a quelques plans qui sont faits des expositions. Et puis aussi, il y a des interviews de certaines dans des sujets. Et ce que je voulais dire, il y avait aussi fait Vidal à un moment, justement, ça, par exemple, dans les archives de l'INA, c'est quelque chose qui m'a le plus touchée. C'est justement, je pense que c'est l'exposition de chaussures dont nous parle Casteras, parce que le sujet est muet, donc on a du mal à comprendre au départ pourquoi on est dans un magasin de chaussures. Et j'ai mis du temps à comprendre ce qui s'était passé. Et j'avais oublié qu'on avait eu ce témoignage en plus de Casteras. Donc du coup, sur le coup, je n'avais pas compris. Et en fait, on voit arriver une femme blonde, absolument pleine de vie, heureuse, etc., qui arrive comme ça dans l'exposition qui est reçue, et c'est Fé Vidal. Et en fait, Fé Vidal avait été déportée. Et du coup, de voir cette femme absolument lumineuse, etc., qui arrive à l'exposition,
d'un coup, aussi, je me disais que ce salon, c'était ça aussi. C'était toutes ces femmes qui avaient eu ces histoires complètement bouleversées, etc. Et qui étaient aussi là. Et du coup, c'est aussi tout ce moment de l'après-guerre aussi qui est pas tellement et qui a pas tellement été vu sur le salon. On n'a pas tellement encore vu qui a exposé dans les années à partir de 45-46, elles ont recommencé le salon. Et là, je pense qu'il y a un gros travail qui pourrait être fait aussi parce que je pense qu'il y avait plein de choses qui traversaient le salon à ce moment-là, des unes et des autres, et des histoires que ces peintres-là aussi avaient vécues. Ouais, c'est assez. On sent vraiment que l'exposition, c'est vraiment un lieu de passage. Enfin, moi, c'est vraiment c'est un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment ce que je sens, enfin, à travers toutes ces voix. Alors, moi, ce que j'ai d'ailleurs aussi beaucoup aimé, en parlant de passage, c'est dès le début, on nous dit que les peintres, elles mettent pas dans leur CV qu'elles ont appartenu à l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Et du coup, je me pose aussi la question de on en revient toujours à la même chose, mais comment garder une mémoire justement quand même ces artistes-là se revendiquent pas elles-mêmes aussi de ces groupes-là. Et du coup, dans les biographies, comment est-ce qu'on fait pour les relier? Enfin, je trouvais que c'était hyper bien amené et que ça posait aussi plein de questions sur beaucoup de contradictions aussi, parce qu'elles sont toutes hyper lucides quand elles disent ouais, c'était pas assez féministe, on disait qu'on n'était pas assez engagé. Enfin, il y a aussi tout ce rapport à l'exposition de on en est, mais en fait, on n'en est pas tant, et en même temps, on garde une certaine indépendance. Enfin, je trouve que le rapport au collectif est hyper bien rendu en fait dans le film, quoi. Enfin, via les entretiens, mais voilà, enfin, je n'avais pas grand-chose à ajouter d'autre, quoi, mais juste, je trouvais ça... C'est bien vu. D'ailleurs, moi, du coup, je me posais la question justement des femmes artistes à la même époque qui travaillaient, qui exposaient. Et je ne sais pas si Catherine, Anne-Marie, vous avez eu le temps de travailler là-dessus. Pourquoi elles n'étaient pas dans cette union des femmes peintres et sculpteurs? Je me suis posé la question. Est-ce que c'était un choix ou enfin je sais pas, parce que c'est vrai qu'on les sent hésitantes. Il faut quand même pas trop montrer qu'on est féministe. Enfin, oui. Celles qui le sont plus. Oui, mais toutes celles qui sont, elles y sont à l'Union des femmes peintes. Doun Tissot, elle y est. T'as vu, elle dit à un moment, elle fait le catalogue avec. D'ailleurs, c'est avec Nathalie Lister qu'elle faisait ça à la main, toi, à l'époque. Les catalogues, il faut quand même le faire. Mais je n'ai pas bien compris ton sens de la question. Si elles étaient toutes, elles faisaient partie de l'Union des femmes. Je me suis mal expliquée, c'est pas les femmes qui sont dans le film, c'est justement c'est pas les femmes ni qui sont dans le film, ni qui sont à l'Union des femmes peintres et sculpteurs, c'est celles qui à la même époque travaillaient, je sais pas, et n'étaient pas dans, puisque ça a duré quand même jusqu'en 94, si j'ai bien entendu. Oui. C'est-à-dire que c'est un choix de ne pas y aller. Hein. Aussi, enfin, j'allais dire, c'est dans l'histoire du salon, c'est aussi régulier, si tu veux. C'est-à-dire que comme, par exemple, tout au début du salon, Madame Berthaud décide que toute amatrice ou débutante on leur place à côté des professionnels, c'est son discours de départ à elle qui est de dire il faut que toutes on s'entraide. Elle est vraiment dans un discours comme ça. Toutes les femmes peintres doivent s'aider. Celles qui sont reconnues doivent aider les autres, etc. Évidemment, très vite, ça ne plaît pas du tout à celles qui sont reconnues, etc. Et en fait, très vite, il va y avoir des femmes qui vont refuser ça. D'autant, si tu veux, qu'au départ, il n'y a pas de jury. Et c'est une révolutionnaire, en fait, en faisant ça. C'est la première qui dit pas de jury. Tu vois, et du coup, cette révolution-là fait aussi que pour celles qui sont en train de se battre, etc., elles n'ont pas envie d'aller avec ces femmes jeunes ou plutôt amateurs, ou etc. Et donc ça va être jusqu'à disons, 1900. Et puis après, il va y avoir plus aussi un embourgeoisement du salon, etc.,
c'est pas l'avant-garde, ça c'est sûr au niveau des formes, etc. Et du coup, tu as toutes celles qui vont vouloir, qui travaillent et qui sont dans d'autres, qui sont en train de réfléchir l'art autrement ou le faire avoir d'autres types de pratiques, vont pas aller là. En fait, hein. Donc, et en fait, le renouveau, il revient vraiment après la guerre, la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que là, on voit dans les premiers salons d'après-guerre des femmes qui étaient aux femmes artistes modernes qui sont aussi dans le salon. Donc, il y a un mélange qui se fait parce qu'il n'y a plus que ce lieu-là qui a réussi à passer le temps et où des femmes vont pouvoir y aller. Et après, évidemment, à partir des années 70, à partir de 65-66, déjà à l'intérieur du salon, il y a une remise en cause et c'est pour ça qu'elles vont faire un salon où, en 69, c'est le regard des femmes sur les hommes. C'est-à-dire, elles changent tu vois, et donc elles vont montrer des tableaux où il peut y avoir des nus d'hommes, des tableaux où les femmes peintres regardent les hommes. Et ça, déjà, en soi, c'est une révolution, de le faire comme ça, entre elles, toutes. Alors qu'en définitive, on peut se dire c'est pas très révolutionnaire de faire ça, mais si, quelque part, elles affirment quelque chose de nouveau, en fait, sur le point de vue. Et puis après, dans les années 70, eh ben évidemment, il y en a plein qui vont trouver qu'elles sont trop molles du genou. Il va y avoir des contestations du salon. Et en 75, tout le monde s'engueule au salon. Il y a plein de femmes artistes qui ne sont pas contentes de ce qu'elles font, en fait. Ouais, puis 75, pardon. Parce que du coup, 75, c'est aussi l'UNESCO, en fait. Il y a aussi ce rapport-là avec l'institution et du coup, Féminin Dialogue, l'année... L'UNESCO, c'est 76, il me semble, tu vois. Pardon, okay. En fait, il y a peut-être deux moments, en fait. Je pense qu'il y a deux moments de salon. La scission se fait justement parce que ça va être un foutoir en 75. Okay. C'est peut-être aussi dû à l'année, comme elle dit, l'année de la femme, enfin, donc là, qui était dite comme ça à l'époque. Donc il y a toute l'année 75 et les grandes institutions, l'ONU mais aussi l'UNESCO, vont mener un certain nombre d'actions, je pense aux femmes réalisatrices par exemple. Et donc dans la continuité, c'est peut-être aussi pour ça que ça s'ouvre, enfin j'imagine. Oui, c'est tout à fait ça. Il y a le passage, il n'y a pas que le réseau d'André Marquet, mais il y a aussi que c'est le moment propice pour qu'on les accepte à l'UNESCO. Oui, puis en 76, après, il y a l'art et regard des femmes qui s'est créé aussi. À ce moment-là, je pense qu'après, pas mal de mouvements de peinture des femmes a dû se faire. Oui, à ce moment-là, il y a plus de femmes plus contestataires, plus féministes, etc., qui sont qui refusent ce salon, c'est normal. C'est clair. Et puis finalement, plus tard, on va les retrouver quand même dans le salon. Contester le salon, mais le fait que ça soit l'année de la femme, ça a dû pousser à ce qu'il y ait des groupes de femmes qui se réunissent et qui montrent des choses, quoi, je pense. C'est déclenché après, quoi. Ouais, non, mais c'est... Ouais, moi je suis contente. En plus, je vois que ça parle aussi d'argent de façon très, très facile aussi, ou très, très décontracte. Du coup, je trouve ça assez... Alors oui, surtout, pour l'argent, par exemple, les reproductions dans les catalogues, les hectares qui coûtaient cher. Et enfin, je savais pas que ça pouvait être aussi un frein pour des femmes artistes, du coup, de garder la mémoire, en fait, de leurs travaux. Il y a Elisabeth Lebeau ici qui dit « Je trouve qu'il faudrait creuser le rapport jeune peinture UFPS ». Effectivement, il y a... ouais. Oui, ça veut être plus révolutionnaire, jeune peinture, que l'Union des femmes peintres. Hein. D'ailleurs, c'est ce que dit Monique Lefebvre. Hein. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à retravailler autour de tout ça, en fait, parce qu'il faudrait vraiment repister les artistes où elles allaient, comment elles sont passées par le salon, etc. En fait, il y a toute une histoire qui a fait
qu'il y a à faire en fait sur ce salon, parce que moi, par exemple, j'ai vraiment travaillé que sur la première partie du salon. C'est celle qui m'a le plus fascinée, je dois dire. Et donc voilà, après, Fabienne Dumont, elle a un peu travaillé sur le salon dans les années 75, mais on sent que elle est pas attirée par ce salon-là non plus, parce que c'est plus complexe. On est devant des femmes qui viennent de différentes origines. Il faudrait vraiment travailler autrement, il me semble là. À trouver d'autres méthodologies aussi. Ouais, c'est vrai que encore et toujours la collecte aussi. Enfin, moi je trouve que c'est quand même ouais, hyper crucial quoi. Je sais pas si on a d'autres questions ou quoi, ou si on a largement dépassé évidemment. Alors, il y a Eva Gizek qui écrit Auriez-vous, s'il vous plaît, des noms des artistes femmes qui produisaient des nus masculins? Je crois que ouais, l'histoire des femmes qui c'est en 65, hein, c'est ça, se disent on va regarder, on va faire des nus d'hommes. Je pense que ça intéresse aussi. Il faudrait il faut regarder le catalogue en fait. Hein. C'est le catalogue de 69. Je me souviens plus, comme ça, je ne l'ai pas feuilleté depuis longtemps. Ok. Parce que ouais, du coup, c'est vrai que ça pose cette question du regard, du traitement du nu. La couverture du catalogue, c'est marqué qu'il avait fait le dessin, et on voit un homme nu qui est peint par une femme. C'est une espèce de caricature, c'est assez drôle en fait. Elle s'est amusée à faire ça. Mais elles ont choisi justement pour le graphisme et du catalogue et de l'affiche d'en faire une caricature. Ouais, ça veut aussi dire beaucoup, hein, je trouve. C'est drôle. Non, mais il y a beaucoup de choses à travailler avec ce groupe, il me semble. Laura Mulvey, 1974. Bah ouais, mais c'est pour ça que ce serait bien. Bah oui, c'est ça. C'est-à-dire que quand même, toute cette question du gaze, hein, c'est 74, c'est Screen Magazine. Les gens, les femmes, elles lisent aussi l'anglais parfois. Hein, et cet article a fait énormément de bruit. On pourrait aussi parler du travail de Tamar Garb qu'elle a fait plus tard, mais qui s'est aussi intéressée au début de l'UFPS. Enfin, je sais pas, il y a plein de choses qu'on pourrait ajouter, n'est-ce pas? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est elle qui, la première, écrit sur l'Union des femmes peintres. Tout à fait. Ouais. Très utile ce livre qui est juste là. Il est là. C'est pour les références, ça nous évite de les mettre dans les descriptions. Ouais, vraiment toute une mémoire qui est... Mais moi, je reviens juste sur cette question aussi des artistes femmes qui produisent en même temps sans adhérer. Moi, pour le 19e, j'ai aussi Camille Claudel, par exemple, qui jamais fera partie de l'Union des femmes peintres et sculpteurs, qui d'ailleurs reste vraiment en retrait et pas du tout dans cette idée du collectif. Et c'est vrai que du coup, il faut vraiment avoir une vision d'ensemble pour voir tout ce qui se passe en même temps et les liens qui peuvent se créer ou pas, d'ailleurs. Il y a aussi beaucoup de mépris sur ce salon quand même, dans la critique de l'époque, etc. Donc, c'est pas illogique quand même. C'est un choix, enfin, ce choix de se retrouver entre femmes pour exposer, c'est aussi un choix difficile à faire. C'est pas, donc, il y a tous ces enjeux derrière, et moi, ça ne m'étonne pas que des artistes comme c'est pas son travail, c'est pas son combat à Camille Claudel. Ouais, non, clairement pas. Peut-être aussi le fait qu'elles choisissent de se dénommer très clairement, elles ne prennent pas un autre, voilà, il y a jeune peinture, elles ne prennent pas par exemple le nom, je ne sais pas, un nom qui cacherait ce qu'elles sont, c'est vraiment les femmes peintres et sculpteurs. Donc c'est dit directement. Il n'y a pas de... Parce qu'on peut aussi trouver parfois des appellations qui font un peu moins peur. Donc là, je pense qu'elles s'affirment. Alors après, féministe ou pas, c'est une autre affaire, mais en tout cas, elles s'affirment vraiment en tant que femmes artistes. Ouais, quand Monique Lefebvre raconte que voilà, jeune peinture,
c'était moins popote que l'UFPS et qu'il y avait de la bagarre. On sent aussi cette espèce d'envie d'en découdre aussi sur le terrain. Sur la question économique, j'ai quand même le souvenir, en faisant appel à mes souvenirs des années 70, que c'est dans les années 75 à peu près que se crée un truc qui s'appelait, je crois, la frappe, quelque chose comme ça. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de préoccupations de la situation économique. Il y a la question du contrat qui est tout à fait discutée à ce moment-là. Il y a le fameux contrat de Seth-Sigelob qui est bien antérieur, qui est du début des années 70, mais toute cette question économique arrive vraiment au premier plan. Et la question de qu'est-ce que c'est qu'une rétribution d'artiste, qu'est-ce que c'est qu'une œuvre, qu'est-ce que c'est qu'un droit de suite, qu'est-ce que c'est qu'une exposition, est-ce qu'il faut payer les artistes pendant les expositions. C'est aussi l'ambiance de l'époque, il faut remarquer ça. Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de discussions à ce sujet, et même le Front des artistes plasticiens, je crois que ça s'appelait, donc la frappe au masculin, était quand même vachement, était dans le combat pour penser une rétribution juste des artistes, quoi. Donc c'est important, et je crois que quand on entend dans le film que j'adore, toutes ces questions économiques qui sont posées, c'est le moment. C'est vraiment aussi un moment où la question du travail est posée partout, et du travail et du féminisme, bien entendu, est posée aussi, du travail domestique, du travail de l'art, du travail, etc. Donc toutes ces questions, en fait, il faut les croiser aussi, il faut les recontextualiser dans ce moment précis, je crois. Et d'ailleurs, Doun parle d'un groupement d'intérêt, je ne sais plus comment elle dit, et en fait, c'était des achats, tu achetais des œuvres, je ne sais plus comment ça fonctionnait, mais ils étaient tout un groupement d'artistes. Tu te rappelles, Elisabeth? Une coopérative comme ça, je crois. Oui, il y avait des coopératives, effectivement, absolument. Et il y avait aussi des coopératives de collectionneuses, collectionneurs qui achetaient aussi en groupe et qui se refilaient les œuvres, si j'ose dire, les unes après les autres. Donc, il y a toute cette pensée-là qui se met un petit peu en place. Il me semble d'ailleurs vraiment sous l'impulsion, il y a véritablement un changement de dénomination des artistes. Ce ne sont plus du tout des créatrices et des créateurs, ce sont des productrices et des producteurs. On parle de travail de l'art. Enfin, vous voyez, c'est toute cette ambiance-là. Et dans le groupe R, c'était quand même gonflé parce que quand ils s'étaient regroupés, ils étaient plusieurs artistes à exposer. Ceux qui vendaient beaucoup, il y avait des petits ou des grandes toiles qui vendaient beaucoup ou pas beaucoup. C'était un pot commun et c'était réparti. Ils ne touchaient pas celui qui avait vendu sa grande toile, il touchait pareil que celui qui avait vendu une petite toile. C'était un drôle de truc, c'était formidable leur match. Ça a duré 7 ans, c'était bien fait, vraiment. Et tout le monde pouvait avoir accès, pour pas cher, c'était une inscription, souscription, et on pouvait avoir accès, on pouvait acheter les toiles en plusieurs fois. C'était vraiment bien leur groupe, vraiment. Et Nathalie Stern en faisait partie d'ailleurs. C'est qu'au centre, on a retrouvé dans les archives un film, alors moi je l'ai même pas vu, qui est sur la coopérative des Malassis, ça vous dit quelque chose? Bien sûr, c'est un peu plus tôt. C'est plus tôt que oui, parce qu'apparemment c'est juste après 68, alors que le FRAP, là où la FAP, c'est 70, 72. Ouais, un truc comme ça. Les Malassis, ils sont assez connus, ils ont même un nom de rue. Il y a un arrêt. Je crois que c'est Carole qui avait filmé un truc. C'était que des hommes. C'est une association d'artistes hommes. Il y avait par exemple dedans, c'était Paré, Tisserand, Cueco. Le plus connu, c'est Henri Cueco, qui a servi beaucoup d'inspiration à la politique artistique de Jacques Lang. Et donc, effectivement, c'était une coopérative. Mais il y avait aussi dans le domaine du cinéma, Jeune Cinéma, enfin, il y avait Paris Film Coop, enfin, plein de, me semble-t-il, enfin, c'est vraiment… Au niveau cinéma, il y a énormément de choses. Ouais. Donc, on a aussi des films sur des collectifs d'hommes artistes, mon Dieu. Ils étaient super machos.
soyons lucides. Voilà. On va pas brûler le film, hein, on va le garder. Bon, du coup, nous, voilà, c'est avec beaucoup de regrets on va mettre fin à cette belle table ronde. En tout cas, moi, personnellement, je pense qu'on est beaucoup dans ce cas quand même, parce que en même temps, on a une conversation à côté, et on a regardé ensemble le film et on était vraiment, on a trouvé ça hyper drôle parce qu'elles sont aussi vraiment, quand elles disent on rigolait bien quand même, enfin, ce genre de choses, c'est. Enfin bref, on sent aussi quelque chose d'hyper, je sais pas, hyper humain du groupe. Enfin, je sais pas, moi, ça m'a fait beaucoup rire et j'espère être comme ça aussi plus tard parce que c'est de la bonne énergie. En tout cas, merci beaucoup à vous trois vraiment pour votre générosité parce que c'était super. Enfin, je pense qu'on a tous pris beaucoup de notes et c'est vraiment une histoire qu'on connaît mal, qu'on connaît pas. Et je pense que c'est vraiment une chance d'avoir pu le voir ce soir et d'avoir pu surtout en discuter avec vous trois, qui portez aussi en fait cette mémoire. Et merci beaucoup à toutes les participantes d'ailleurs. Merci beaucoup. Non, mais simplement, oui, dire merci beaucoup. Et moi aussi, j'ai été très touchée par l'humour qui transparaît dans leurs témoignages. Ça donne plein de force. Merci d'avoir partagé tout ça. C'est gentil. Au revoir. On laisse peut-être, il faut préciser qu'on laisse le film jusqu'à demain, je pense. S'il y a des personnes qui n'ont pas eu le temps de le voir, on peut peut-être le laisser jusqu'à dimanche soir, comme ça, si les réalisatrices sont d'accord. Et merci Nicole d'avoir partagé grâce aux archives chez dans le film. Il y a un téléphone en même temps. Ouais, et vraiment, on retient aussi cette idée des archives, de trouver un endroit et de réfléchir aussi dessus, parce que je pense que c'est utile et surtout urgent. Enfin, voilà. Et puis, j'espère que cet échange va encourager des vocations dans la jeune recherche, puisque, comme vous l'avez dit, il y a encore plein de pistes à creuser et à ouvrir. Et c'est aussi pour ça qu'on organise ce colloque. Et je voulais juste préciser, parce que j'ai oublié de le dire au début, qu'on a beaucoup de films sur d'autres femmes artistes qui ne sont pas de l'Union des femmes peintres et sculpteurs. Donc, on vous invite à fouiller dans notre catalogue et à prendre rendez-vous. Alors, ce n'est pas en réel, ce sera en virtuel, mais on envoie des liens pour les personnes qui font des recherches et qui seraient intéressées, et également aussi sur des galeristes. Non, mais oui, ça c'est bon à savoir. Enfin, j'avais co-organisé un colloque sur la violence et le genre, et on avait projeté Miso, Mazo grâce au centre Simone de Beauvoir, et c'était vraiment super de le voir. C'était génial. Donc oui, j'encourage vraiment tout le monde à vraiment s'intéresser à ces archives et surtout à regarder les extraits. Moi, j'aime beaucoup. Voilà. Merci à toutes en tout cas. Merci beaucoup. Très bonne soirée et rendez-vous la semaine prochaine pour le dernier samedi du colloque à 13h. Au revoir.